Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer, si vous êtes prêts. Alors, ce soir, on va voir 3 points principaux. Le réaménagement de la rue de la Croix-Nivert, entre Cambronne et Javel, les travaux dans l'ancienne église Sainte-Rita, et après, on aura un point d'information sur le projet Pong. Voilà. Est-ce que monsieur le maire veut dire un petit mot? Non, pas spécialement. Donc, je vais passer la parole au premier intervenant. C'est vous, je crois. Oui, c'est ça. Alors, je viens dire quelques mots simplement, mais rapidement, alors, parce qu'on va rentrer dans le détail des choses. Il se trouve qu'il y a un dispositif qui est mis en place par la ville de Paris depuis le début de cette mandature, qui se nomme Embellir votre quartier, et qui consiste à affecter des crédits à chaque quartier, je ne dirais pas conseil de quartier, mais chaque quartier parisien tel qu'ils sont délimités par les maires d'arrondissement pour y réaménager les rues, planter des arbres, élargir les trottoirs, améliorer la sécurité routière, etc., etc. Donc ce sont ces opérations qui aujourd'hui sont étudiées par notre conseil de quartier. C'est la première opération qui a été lancée, qui regroupe plusieurs conseils de quartier, si je peux dire, avec une opération majeure qui est celle de la transformation assez profonde de la rue de la Croix-Nivert. La rue de la Croix-Nivert, je pense, méritait d'être considérablement améliorée parce qu'elle cumule énormément de dysfonctionnements, de difficultés de toutes sortes. D'abord des problèmes de sécurité routière, c'est sûr, mais pas que. Des trottoirs trop étroits, une rue qui n'est pas très agréable, pas très avenante, trop de circulation, etc. Donc ce qui a été décidé après moult concertations, moult réunions entre mairie d'arrondissement, mairie du 15e, etc., c'est d'y investir quand même pas moins de 6 millions d'euros, ce qui est beaucoup plus que les crédits qui actuellement sont dévolus à un aménagement de ce type, pour arborer cette rue, qui deviendra une rue arborée avec 44 arbres, si ma mémoire est bonne, enfin on va vous expliquer ça, une petite cinquantaine d'arbres, ce qui est très important. L'élargissement des trottoirs, la création bien sûr de pistes cyclables, et ce qui va amener à la mise en sens unique d'une portion de cette rue entre la place Cambronne et la rue de Javel. Parce que sinon on ne peut pas tout faire. Hein. Il était important, je pense, et souhaité par beaucoup, que cette rue soit végétalisée, arborée, avec arbres et plates-bandes aussi si possible, et que le confort des piétons, qui était notre priorité, le confort des piétons et des riverains, alors bien sûr il y a les automobilistes, mais le confort des piétons et des riverains était notre priorité, et c'est ça qui a prévalu dans l'établissement des critères qui ont prévalu pour l'aménagement de cette voie, d'abord dans un premier tronçon jusqu'à la rue de Javel, ensuite au-delà, avec une mise en sens unique qui est facile à obtenir, si je peux dire, enfin plus facile que dans d'autres secteurs, parce qu'en fait, les deux sens de circulation sont extrêmement différents. Il y a un sens de circulation qui est extrêmement fréquenté, qui va vers la place Cambronne, de la rue de Javel vers la place Cambronne, où là, il y a énormément de circulation, comme chacun peut le constater quand il emprunte cette rue, quand elle aboutit à la place Cambronne, et beaucoup moins de circulation de l'autre côté, c'est de la place Cambronne vers la rue de Javel. Donc c'est là, évidemment, dans ce sens-là qu'on ne pourra plus aller et qu'il va y avoir des modifications de voirie, quoi, et de sens. Donc voilà, simplement, je voulais dire, je remercie à la fois la ville de Paris et puis tous ceux qui ont participé à cette planification sur laquelle nous travaillons depuis déjà quelques mois, voire une bonne année, et qui va permettre de transformer radicalement quand même la vie quotidienne des habitants déjà de la rue, ce qui était quand même l'objectif premier, et puis aussi des passants qui fréquentent cette voie. Bonjour à tous. Alain Boulanger, donc je travaille au service des aménagements et des grands projets à la direction de la voirie et des déplacements. Et donc je vais vous faire cette présentation donc, qui va s'articuler autour de 4 points, enfin surtout 3 d'ailleurs. La situation actuelle avec quelques éléments de diagnostic. Monsieur le maire vient d'en donner quelques-uns quand même déjà. Je vais les répéter un petit peu. Ensuite, on va présenter ce projet, tronçon par tronçon, sur tout son linéaire.
linéaire. Et puis, je vous donnerai quelques éléments de budget et de calendrier, de mise en œuvre de ce projet, avant de vous laisser la parole pour un temps d'échange. Tout d'abord, je tiens à dire que sur ce projet, qui est un projet d'ampleur, hein, comme l'a dit M. Goujon, effectivement, c'est un projet important pour le 15e arrondissement, dans son volume physique, on va dire, dans son linéaire, sa grandeur, et puis dans le financement qu'on lui accorde, puisque c'est un projet, effectivement, qui coûte un peu d'argent quand même. Donc du coup, chez nous, on s'organise entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Donc à la maîtrise d'ouvrage, il y a moi et puis mon collègue Antoine Chastenay. Et puis on travaille avec un architecte qui nous accompagne pour l'aspect paysage sur l'ensemble de cette rue. On voit le Dôme des Invalides, hein, depuis la rue de la Croix-Niver. Donc les ABF, ils sont sensibles et ils ne manquent pas de nous faire des remarques si on n'a pas un projet qui leur convient pas. Et puis à la direction des espaces verts aussi, on est accompagné par un paysagiste et un spécialiste de la végétation, des arbres et des bosquets, des strates basses, strates moyennes qu'on peut mettre en place sur l'espace public. Pour revenir sur la situation actuelle, donc effectivement, nous on s'intéresse à la partie de la rue qui va de la rue de Javel, un petit peu plus au sud d'ailleurs, jusqu'à la place Cambronne. Donc on traite un linéaire de 1 km 100 et donc soit 19 000 mètres carrés. Comme l'a dit Monsieur le maire, on constate dans cette rue qu'on a des trottoirs qui sont plutôt étroits, plutôt très étroits, alors qu'on a des chaussées qui sont très confortables. Pour une file dans chaque sens, 4 mètres par file, on peut dire que c'est plutôt confortable. En plus de ça, les trottoirs sont souvent encombrés avec du mobilier urbain. Bon, ben ça, il y en a systématiquement sur les trottoirs, mais vous voyez sur ces photos que parfois ça réduit la largeur circulable par les piétons vraiment au strict minimum, pour ne pas dire que c'est quasiment impossible dès qu'on a une poussette ou qu'on circule en fauteuil. Voilà. Cette image, elle est illisible et c'est normal puisque c'est ce qu'il y a en dessous la voirie, en dessous les trottoirs, en dessous la chaussée. Pourquoi je vous la montre? C'est parce que, comme à chaque fois qu'on travaille sur l'espace public, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qu'il y a en dessous. Donc les réseaux concessionnaires, donc le gaz, l'électricité, France Télécom, la compagnie parisienne du chauffage urbain et puis d'autres que j'oublie. Mais on voit en fait que sous les trottoirs, essentiellement, il y a des réseaux qui sont répartis de façon assez dense. Et ces réseaux, ils nous empêchent, c'est une contrainte importante pour nous pour végétaliser. Donc, en fait, on sait mettre des arbres à 2 mètres des réseaux seulement. Et les jardinières, des strates basses, on arrive à en mettre au-dessus de certains réseaux, mais pas de tous. Et j'y reviendrai parce que, précisément, on ne peut pas végétaliser sur toute la rue. On a essayé, mais on n'a pas réussi à avoir quelque chose de continu sur l'ensemble de la rue. Ensuite, si les trottoirs sont parfois étroits, les traversées piétonnes, elles sont souvent assez longues. On a des carrefours qui sont généreux en termes de chaussées, mais qui sont du coup pas très agréables à traverser parce que les passages piétons, ils sont d'une longueur assez importante, ce qui fait que quand on est piéton vulnérable ou même tous les autres, c'est pas toujours très confortable de traverser dans ces passages piétons. Et puis effectivement, c'est une rue aussi qui est très minérale. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de végétation. On regarde aussi, quand on fait un diagnostic, s'il y a des bus qui circulent. Aujourd'hui, on sait qu'on a la ligne 80 qui emprunte cette rue dans le sens justement vers la place Cambronne. Donc ça tombe bien parce que, comme disait Monsieur le maire, la mise à sens unique, on a choisi le sens de Javel vers Cambronne et ça correspond au cheminement du bus, donc c'est plutôt ça va bien ensemble. Puis on a la traverse aussi qui est l'empreinte un petit peu plus au sud.
En termes d'aménagement cyclable, on se trouve dans ce qu'on appelle une zone blanche dans le 15e arrondissement. Si on regarde l'ensemble des aménagements cyclables qui ont été réalisés d'une manière générale au cours des dernières années dans le 15e arrondissement, on voit bien que la rue de la Croix-Nivert, qui est quand même une rue qui est structurante, qui traverse l'arrondissement, elle n'est pas pourvue d'aménagement cyclable du tout. Ensuite, donc, comme l'a effectivement évoqué Monsieur le maire, c'est une opération donc, qui s'inscrit dans le programme Embellir votre quartier. Et donc, pour ces opérations, on sollicite l'avis des habitants. Et pour cette rue de la Croix-Nivert, on a eu un plébiscite avec beaucoup de propositions d'aménagement en faveur des piétons, de végétalisation et des vélos. Et donc, du coup, on sent qu'il y a une demande de la part des habitants du 15e qu'on intervienne sur cette rue. Alors, le projet, donc effectivement, les objectifs qu'on s'est fixés et puis qui tombent sous le sens quelque part, hein, c'est d'abord le confort et la sécurité des piétons, parce que ces trottoirs étroits, au final, on se rend compte que si on veut circuler sans être trop lent, on va vite se mettre à marcher sur la chaussée, ce qui n'est jamais très très bon. Végétaliser la rue parce que c'est d'actualité, parce qu'avec le changement climatique, etc., on sait aussi qu'avec des jardinières, on arrive à rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Donc, on a tous intérêt à aller dans ce sens-là. Les jardinières, ça permet aussi d'infiltrer l'eau dans le sol plutôt que de la renvoyer dans les égouts et de les surcharger. Et du coup, quand ils sont en charge, on renvoie l'eau dans la Seine, donc on pollue. Donc, c'est bien aussi d'infiltrer l'eau au maximum de façon naturelle, de revenir à quelque chose de plus naturel. Et puis donc, avoir un aménagement cyclable malgré tout. Donc, cette mise à sens unique, on va l'accompagner d'un aménagement de bandes cyclables à contresens. Donc, les vélos, eux, continueront de rouler à double sens sur la rue de la Croix-Nivert. Alors, on va rentrer un petit peu dans le technique, dans le détail. Hein. Donc ici, on est entre la rue Le Tellier et la place Cambronne, donc qui correspond à votre quartier. Et donc, aujourd'hui, on voit bien qu'on a des trottoirs étroits de chaque côté. Là, on est à peu près au niveau de l'hôtel Ibis. Donc, on a une partie effectivement un peu plus large, mais c'est pas... tout de suite après, on revient des trottoirs très étroits. Est-ce que vous avez... donc, vous avez la coupe de l'état actuel en haut. Et en dessous, vous avez donc l'état projeté. On voit que les traits orange, ça correspond aux élargissements de trottoirs. Donc, pour parler simplement, on double quasiment la largeur des trottoirs. Donc, ce que vous voyez à gauche, là, vous imaginez qu'on en rajoute autant pour les piétons. Et à droite, pareil, on en rajoute tout autant. Ensuite, donc en plan, sur cette portion-là, hein, entre rue de l'Amiral Roussin et la place Cambronne, vous voyez que les parties en jaune foncé, alors c'est sur le plan général, je vous l'ai mis quand même pour montrer qu'on a quelque chose quand même qui est très linéaire, qui est avec des bordures bien alignées. Donc on conserve quand même les alignements traditionnels des rues parisiennes. Et encore une fois, c'est pas neutre pour les ABF parce que au bout, on a les invalides, et donc c'était quelque chose aussi qui était imposé. Vous voyez aussi qu'avec le petit tire-tête bleu, ça correspond à la bande cyclable à contresens. Donc les voitures vont de gauche à droite vers la place Cambronne. Hein. On devine le tracé de la place Cambronne sur la droite de l'image. Et donc, dans l'autre sens, donc, cette bande cyclable qui aura une largeur de 2 mètres, 2 mètres 30 sur l'ensemble du linéaire. Si on zoome un petit peu, voilà ce que ça donne. Donc pareil, le jaune clair, c'est l'état actuel du trottoir, et le jaune foncé, c'est ce qu'on augmente en termes de largeur de trottoir. Et en arrivant sur la place Cambronne, on a rajouté aussi une petite amorce de bande cyclable pour permettre aux vélos de remonter les fils de voiture sans se mettre en danger, sans passer à gauche, à droite, pour arriver dans le sas vélo et leur permettre d'être devant les voitures quand ils partent au feu, ce qui est toujours aussi plus sécuritaire pour les cyclistes, parce que s'ils sont devant, ils sont bien vus, on évite les angles morts, etc.
Si on continue donc en descendant un peu plus au sud, donc entre la rue Mademoiselle et la rue du Théâtre, donc c'est toujours le même principe. Hein. À gauche, vous avez le côté pair, donc on va vers la place Cambronne. Vous voyez que là, on a un trottoir un peu plus large parce qu'on a un retrait d'alignement, mais à droite, on a un trottoir étroit. Et donc, vous voyez que sur les coupes, on a du orange qui correspond aux élargissements de trottoir qu'on envisage. Donc là aussi, c'est des élargissements significatifs de l'ordre de 1,50 m en plus. Et apparaît aussi sur la proposition d'aménagement, donc la coupe du bas, un arbre, donc avec un petit trait vert qui correspond en fait à des... Donc on va avoir une rangée d'arbres, de quelques arbres qui vont être plantés dans des jardinières de 2 mètres, 2,50 m de large. Encore en descendant un petit peu plus, on a à nouveau le même principe. Là, on est au niveau du dépôt de bus RATP. Donc là, comme c'est une façade aveugle, on a souhaité conserver un peu de stationnement. Donc, on garde la largeur du trottoir actuel, on garde un peu de stationnement le long de ce trottoir. En revanche, de l'autre côté, c'est pareil, on peut élargir le trottoir et on peut planter des arbres dans des jardinières, dans des bandes plantées sur un linéaire assez important. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé des traversées piétonnes qui sont souvent longues et pas très rassurantes en termes qui ne sont pas sécurisantes. Donc là, c'est pareil. Notre objectif, là, on est au débouché de la rue du Théâtre. Et vous voyez que tout ce qui est jaune foncé, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on rajoute, c'est ce qu'on augmente en termes de trottoirs ou d'îlots. Et donc, là, vous voyez ici... On ne voit pas. Vous voyez, entre la rue Joseph Liouville et la rue Auguste d'Orchin, on a un îlot qui coupe la traversée piétonne en deux et qui la réduit fortement, qui transforme une longue traversée piétonne en 2 traversées piétonnes beaucoup plus courtes. On voit bien aussi sur la partie en haut de l'image, côté pair de la rue, donc les arbres qu'on rajoute. Donc il y en a 7 à gauche et 8 à droite. Dans des bandes plantées, c'est les espèces de petits rectangles rouges qu'on a. Donc c'est des jardinières. Hein. Donc on fait des jardinières pleine terre avec des strates basses, des petits bosquets, des arbustes et densément plantés. Et voilà. Ensuite, si on avance encore un petit peu plus loin, donc au débouché du square Lambert, là aussi on a un carrefour un petit peu difficile à gérer. Et donc c'est le même principe. Hein. Cette fois-ci, c'est du côté impair qu'on va planter les arbres, si on en a 5, avec des élargissements de trottoirs également sur un linéaire important. Et puis, dernière transformation importante, c'est au sud de la rue de Javel, on a cette fourche-là, ce partage de la chaussée en 2 parties. Et donc, en fait, on a convenu que la partie gauche n'était pas forcément nécessaire, qu'on pouvait avoir le double sens uniquement sur la partie droite de l'îlot triangulaire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la partie gauche, on va la neutraliser et donc la transformer en petit espace piéton avec des arbres dessus. Et donc, on le voit ici. Donc, vous avez dans le prolongement de la rue des Frères Morane. Donc, aujourd'hui, si on vient en voiture de la rue des Frères Morane, on va tout droit, on roule là où il y a marqué voie pompier et on débouche sur la rue de la Croix-Niver. Là, il faudra juste tourner à gauche puis à droite pour rejoindre la rue de la Croix-Niver. Et tout l'espace où il y a marqué voie pompier, on l'affecte aux piétons avec aussi des arbres dans des jardinières pour avoir un espace un petit peu de fraîcheur et quelque chose de plus convivial, plus agréable. Donc, pour vous donner une idée, ce n'est pas des photomontages, c'est plutôt des photos de référence. Quand je vous parle de plantation d'arbres dans des jardinières, dans des bandes plantées, voilà ce qu'il faut imaginer comme bande plantée. Ça peut être quelque chose comme ça, par exemple.
En termes d'aménagement cyclable, l'idée c'est d'avoir une bande cyclable, donc parfois protégée aux endroits stratégiques au début en approche des carrefours, avec des petites quilles comme ça, noir et blanc, qui sont assez rigides et qui sont plutôt esthétiques et qui sont utiles pour protéger les cyclistes. On rajoutera évidemment du stationnement vélo de façon régulière sur l'ensemble de la rue. En termes de végétation, alors moi je ne suis pas du tout spécialiste des arbres. Donc je vous les montre ici. Si vous avez des questions, je les noterai et je ferai passer les réponses par la suite. Mais voilà, l'idée en gros c'est quoi? C'est de diversifier, d'avoir plusieurs essences, d'avoir des essences locales, mais aussi des essences qui résistent au changement climatique. Donc on essaie d'anticiper, de prévoir sur l'avenir des végétaux qui résistent bien, sachant que toutes ces bandes plantées, donc voilà encore quelques exemples, des érables, des fruitiers, des poiriers, merisiers, pommiers. Et sachant que toutes ces jardinières, elles sont pourvues d'arrosage automatique. Donc ça veut dire qu'on installe des chambres de comptage, on amène de l'eau et on met des tuyères dans les jardinières et on arrive donc à arroser avec du goutte à goutte de façon raisonnée. Donc ça permet, d'économiser l'eau, mais d'arroser quand il faut arroser. C'est tout l'intérêt de cet arrosage automatique et ce qui permet aussi d'envisager d'avoir de la végétation qui dure plus longtemps, qui est mieux entretenue. Donc voilà un exemple de végétalisation qu'on peut trouver aujourd'hui dans Paris, une autre avec des arbres qui sont... Alors les arbres, on les met... la taille des arbres, ça dépend en fait de la distance aux façades. Donc quand on est à 2 mètres des façades, on ne peut pas avoir des platanes gigantesques parce que sinon les branches viennent dans les fenêtres des voisins. Donc on met des arbres plus modestes malgré tout. Plus on s'éloigne des façades, plus on a des arbres importants. Voilà. En termes de budget et de calendrier, donc comme l'a dit Monsieur le maire, on dépasse les 6 millions d'euros pour l'ensemble de cette opération, ce qui ramené au mètre linéaire et nous situe dans la moyenne des coûts d'aménagement sur l'espace public. Et donc en termes de calendrier, donc, là on travaille encore sur l'aspect technique, le zonage pluvial, on peaufine en fait nos études. On doit passer à un marché spécifique pour faire ces travaux, désigner une entreprise, et donc ça nous amène à envisager un démarrage des travaux au mois d'octobre de cette année. Voilà, pour une fin de travaux un peu plus d'1 an plus tard, sachant que quand on dit 1 an de travaux, c'est pas 1 an au même endroit, hein, ça bouge, voilà, c'est par phase. Merci de votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions sur... Est-ce qu'il y a... Bonjour, bravo pour ces projets. J'ai noté il y a un détail qui m'a un petit peu choqué. C'est toutes vos jardinières en pleine terre sans aucune protection. Parce que nous avons l'expérience de ces jardinières sur l'avenue de Lovendal, dans la partie qui longe les squares, qui va vers Suffren, et c'est juste complètement détruit par les chiens, parce que ça va être des crottoirs à chiens, il n'y a aucune protection, c'est pas surélevé, il n'y a pas quelque chose qui fait que... Enfin, ça va être l'endroit où tous les chiens vont aller faire leurs besoins, il n'y a aucune protection là. Donc ils grattent, et ils font leurs besoins. Et du coup, on a un désert. Nous, avenue de Lovendal, on a une plante sur 2 ou 3 qui meurt parce qu'avec l'urine, les excréments. Et qu'est-ce que vous avez... Enfin, au vu de cette expérience, comment vous avez envisagé la chose ? C'est une bonne question, effectivement, sur les images de référence, on ne les voit pas bien, les protections. Ce qu'on met habituellement maintenant, ce sont des lisses métalliques
Attendez, des lisses métalliques. Alors, on voit ici, il y a une lisse métallique sur cette image, mais elle est effectivement très petite. Même un petit chien la passe. Hein. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on les rehausse. Donc on les rehausse, donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui fait 30-40 cm de haut. Alors ça n'empêche pas les chiens de passer par-dessus, en tout cas pas tous, c'est vrai. Mais après, l'idée c'est d'avoir aussi quelque chose qui soit densément végétalisé. Donc les chiens ne vont pas s'aventurer forcément dans quelque chose qui est très dense. Après, c'est aussi de la responsabilité des gens, parce qu'on ne peut pas mettre des murs non plus de 50 cm de haut. Pendant un moment, on mettait des espèces de trucs en bois, mais c'est pas très joli, ça tombe, etc. Donc c'est un vrai sujet, la protection des jardinières. C'est quelque chose qui nous a fait réfléchir pas mal de temps, mais là, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Donc c'est lisse, mais rehaussé quand même. Et donc pour l'instant, les retours d'expérience sont plutôt favorables. Parce que dans les anciens squares, excusez-moi, pour aller me balader dans Paris, il y a plein de squares très élégants, où il y a quand même des protections en pierre, où les plantes, elles sont protégées. C'est assez élevé, et j'imagine qu'il n'y a plus de budget pour faire des choses pareilles. C'est sûr. Oui, ça c'est clair. Déjà, parce qu'on a quand même explosé le budget. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a une situation qui peut se reproduire là, je ne sais pas, mais qui est quand même particulière à Mulhovendal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de propriétaires des chiens qui avaient leurs chiens sur le square Cambronne et Garibaldi, ce qui nous pose énormément de problèmes d'ailleurs. Donc il y a une forte concentration de chiens sur ce secteur particulier. C'est la raison pour laquelle on essaie de faire une sorte de canipark à proximité pour inciter les propriétaires de chiens à aller dans ce canipark et non pas n'importe où à l'intérieur du square Cambronne ou du square Garibaldi, du square Cambronne d'ailleurs. Alors qu'ici, il n'y a pas de square, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça devrait être plus light, si je peux dire, plus léger, avec moins de concentration de chiens. On essaye d'ouvrir des caniparks dans plusieurs endroits. On a 50% de gens qui sont pour et 50% contre, donc c'est pas simple. Mais enfin, voilà, pour qu'il y ait des endroits spécifiques pour que les chiens puissent avoir leurs besoins. Et puis bon, je vais voir qu'on puisse effectivement rehausser le plus possible, enfin, sur le plan architectural aussi. Il ne faut pas non plus que ça perturbe trop la voie. Mais ça sert aussi d'urinoir aux livreurs. Oui, mais bon. Je veux dire, dès qu'il y a des endroits... Oui, mais je pense que c'est mieux que des trottoirs étroits où les gens se font écraser. Non, mais bien sûr, mais c'est vrai que... ça n'empêchera jamais les dysfonctionnements. Les incivilités sont tellement grandes que ça risque d'être détruit. Il vaut mieux prévoir un très bon budget d'entretien. Oui, juste une petite remarque. Parce que au niveau de l'avenue de Breteuil, sur les pieds d'arbres, il y a eu des protections qui ont été posées, qui font environ 30 cm de haut, et il n'y a aucun chien qui y va. Et pourtant, il y a beaucoup de chiens qui sont sur ces allées, ces contre-allées, et même sur les pelouses de temps en temps. Mais moi, j'ai remarqué que cette petite protection faisait que les chiens n'y allaient pas. Oui, bonsoir. J'ai bien compris donc les priorités du projet. Ceci dit, il y a quand même des gens qui ont besoin d'utiliser leur véhicule. Et je pense à tous ceux qui sont, c'est mon cas, au 27 Villa Croix-Niver, donc la villa qui fait le coude. Donc jusqu'à présent, en débouchant sur la rue Croix-Niver, on pouvait tourner à gauche et rejoindre, on va dire, dans des délais raisonnables, soit la Seine, soit le périphérique, etc. Et comme vous l'avez dit, monsieur le maire, côté rue Cambronne, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide, surtout à certaines heures du matin ou du soir. Donc la question... Parce qu'en plus, c'est un immeuble, il y a 3 niveaux de parking, il y a quand même pas mal de voitures, sans parler du garage qui est à côté. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la voirie, mais est-ce qu'il ne serait pas envisageable, puisque le parking du 27 Villa Croix-Niver, il est vraiment à 20 mètres de la rue Cambronne, d'envisager une sorte de voie, je ne sais pas, réservée ou une desserte, une espèce de double sens sur 20 mètres, réservée donc aux habitants du 27 Villa Croix-Niver, de manière à pouvoir sortir rue Cambronne et de pouvoir tourner après soit à droite, soit à gauche,
et d'éviter effectivement d'être bloqué de l'autre côté rue Croix-Nivert. Il y a deux parkings en face de celle que tu évoques, et ces deux parkings viendraient aussi bénéficier de la possibilité de double sens. Alors, cette question, elle a déjà été posée lors de la première réunion publique à la mairie du 15e arrondissement. Et on s'en est emparé avec Jean-Yves Pinet notamment. On a déjà commencé à réfléchir à cette question-là. Moi, j'ai interrogé la section territoriale de voirie parce que M. Pinet nous avait appris qu'il était question de créer une zone pour les pompiers au débouché de la rue de la Villa Croix-Nivert en allant sur Cambronne. Et donc la question était de savoir si cette zone pompier était un obstacle à la mise à double sens à partir du parking vers la rue de Cambronne ou pas. Donc il semblerait que non. Donc effectivement, c'est une solution qui pourrait être envisageable, mais qu'on doit consolider quand même. Après, il y en a une autre qui serait aussi, peut-être que vous pouvez la regarder, c'est d'inverser totalement la villa de Croix-Nivert. Le sens de la circulation. Et voilà, et d'avoir donc un trajet qui ferait Frémicourt, Fondary, Villa Croix-Nivert et Cambronne. Et de ce fait, en arrivant du nord ou du sud, on arrive à bien desservir la villa aussi. Nous, on préfère ce type de solution parce que une voie qui a double sens sur un quart de son parcours, c'est pas courant, c'est pas forcément facile à gérer. Après, il y a les problèmes de stationnement aussi qui peuvent se poser. Mais voilà, on en est là, on regarde un petit peu ces deux possibilités. Merci. Oui, à chacune des réunions publiques, c'est la 3e ou la 4e sur la rue Croix-Nivert, cette question nous est posée à juste titre d'ailleurs. Donc la voirie, comme on vous l'a dit, étudie. Il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient majeur que je vois si on fait un retournement complet de la rue, c'est que ça va devenir un itinéraire de délestage pour les véhicules qui viennent du sud et qui arrivent sur la place Cambronne, qui sont bloqués dans le bouchon terminal et qui vont se dire on va s'échapper en prenant la Villa Croix-Nivert, ce qui va faire une circulation accrue. Donc il faut qu'on étudie aussi les reports de circulation, comme on les a étudiés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure, des reports de circulation. Pas encore. Bon, parce que évidemment, le fait que la rue Croix-Nivert soit mise en sens unique, ça amène des reports de circulation sur commerce, quelques rues, etc. Donc il faut qu'on calcule ça vraiment attentivement. On a vu que, vu le faible flux de circulation dans ce sens-là, Cambronne-Javel, les reports de circulation étaient tout à fait absorbables. Mais en revanche, là, Villa Croix-Nivert, faut vraiment qu'on étudie ça de façon fine pour pas qu'il y ait des voitures qui passent sous vos fenêtres non plus toute la journée. Voilà. Et puis, moi, j'aurais bien aimé intégrer la Villa Croix-Nivert dans ce projet d'embellissement, si je peux dire. Simplement, bon, voilà, dans un premier temps, en tout cas, par manque de crédits qui sont déjà importants, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait aussi Villa Croix-Nivert. Mais bon, ce n'est que partie remise, si je peux dire. Excusez-moi, est-ce que la voie cyclable sera en double sens ? De chaque côté. Non, c'est une voie à contresens, mais elle est à sens unique. C'est-à-dire que dans le sens de la place Cambronne vers la rue de Javel, on a la bande cyclable. Dans l'autre sens, les vélos roulent avec les véhicules. Sinon, on perd tout le bénéfice de la mise à sens unique, et donc on ne sait plus élargir les trottoirs, on ne sait plus végétaliser, et donc c'était un choix. Alors, cette rue, elle ne fait pas partie du réseau structurant du plan vélo de la ville de Paris. Il y a d'autres voies dans le 15e qui en font partie, mais pas celle-là. Ça n'empêche qu'on pense quand même au vélo sur cette rue, mais c'est vrai que dans le sens Cambronne-Javel, on aura une bande cyclable pour les vélos et pour les vélos tout seuls. Dans l'autre sens, les vélos seront avec les véhicules. Sur une largeur de chaussée assez confortable quand même, on a quand même 4 mètres de chaussée, donc les véhicules pourront doubler les vélos de façon sécuritaire. Et est-ce qu'il a été considéré de la faire en zone protégée complètement de bout en bout, plutôt que des potelets, parce qu'on sait que les pistes cyclables sur des potelets ne sont pas respectées du tout? Oui, c'est une bonne question. Au début, on avait mis un séparateur sur toute la longueur. Et on a discuté avec les associations de cyclistes qui nous ont dit que ce n'était pas forcément utile. Le séparateur, c'est bien et c'est pas bien. Si vous avez un véhicule qui se gare ça n'empêche pas les véhicules de se garer dans la piste, en fait,
même avec le séparateur. Et dans ces cas-là, les vélos sont complètement emprisonnés dans la piste cyclable, donc ils sont obligés de rouler vraiment à contresens des voitures, mais sur la partie voiture à contresens, donc c'est encore plus dangereux. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, on a plutôt tendance à faire des bandes cyclables avec un marquage au sol, qui sont quand même de plus en plus respectées, les bandes cyclables. Hein. Et ça fonctionne relativement bien. Je ne vais pas vous dire que c'est idéal, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va se garer 2 minutes dedans, mais au moins, on le contourne et très rapidement, on retrouve la bande cyclable. Alors que, voilà, s'il y a un séparateur, c'est... Par contre, ce qu'on fait, ce qu'on a vu avec Isabelle Le Sens, c'est que au débouché des carrefours, là, il nous semblait important quand même de bien protéger la piste. Et donc, on rajoute ces espèces de petites quilles noires que je vous ai montrées. Là. Oui, alors ces petits, je ne sais pas comment vous les appelez, quilles noires, c'est ça? Les quilles noires. Ah, les quilles noires. Ça n'a pas de nom. Mais... Alors ça, elles sont très bien et très utiles parce qu'on peut se raccrocher dessus. En revanche, ce que vous appelez séparateur, c'est ces bandes de béton qui sont affreusement dangereuses, ou de granit, qui sont affreusement dangereuses parce que si on bute dessus, on s'étale, comme l'a fait notre ami tout à l'heure. Et ça peut, s'il y a une voiture qui passe, tant pis. Vous n'avez pas tort, ces séparateurs en granit, il faut les signaler. Et moi, je fais du vélo, je me suis cassé 2 fois la figure à cause de séparateurs. Donc effectivement, vous n'avez pas tort en disant ça. Et donc il faut les signaler. C'est-à-dire que quand on met un séparateur en granit, il faut une bande blanche tout du long pour que ça se voit bien, notamment la nuit. Mais c'est pas inutile, ces séparateurs. Ils sont pas inutiles. Ils sont dangereux. Mais il faut savoir les mettre aux bons endroits. Oui, et voilà. Ils ne sont pas toujours dangereux. Mais ils sont dangereux pour les personnes d'un certain âge, dont je commence à faire partie, et qui peuvent traverser en dehors des passages protégés, pardon, excusez-moi, et qui ne les voient pas et s'étalent. Ça ne m'est pas arrivé, mais j'y pense. C'est vrai, ça arrive. D'autre part, vous n'avez pas été nourri par l'expérience de la rue Le Courbe, où on a une piste cyclable à contresens, qui est énormément dangereuse pour les piétons parce que il n'y a pas de différence entre la piste cyclable et le trottoir, si ce n'est une différence marquée au sol, mais alors que les vélos, ils peuvent emprunter la rue de Vaugirard qui est un petit peu plus haute. Donc moi, ces pistes cyclables, au cas où vous ne l'auriez pas compris, je ne suis pas favorable du tout, du tout. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est intéressant parce que ça montre que en matière d'aménagement cyclable, c'est des aménagements qui sont complexes en fait, parce qu'ils demandent des dispositifs particuliers et dans le fond, ces aménagements cyclables, ils sont relativement récents. Hein. Ils datent de la fin des années 90. Les premiers dataient de cette époque-là. On a commencé en faisant des pistes cyclables au niveau du trottoir, un petit peu comme la rue Le Cours dont vous parlez. C'est vraiment pas une réussite. Et maintenant, on évite tout aménagement cyclable sur les trottoirs. Parce qu'on sait que ça ne marche pas, on sait que ça augmente les conflits piétons-vélos, et maintenant, systématiquement, les vélos, c'est sur la chaussée. C'est en tout cas la règle qu'on se donne. Mais on a sûrement encore des progrès à faire en termes de sécurité, d'aménagement. Voilà. Mais il faut faire aussi des choses larges, parce que maintenant, on a des triporteurs, on a des vélos cargo, des vélos qui transportent des enfants. Donc, on est passé à un niveau au-dessus, donc on ne peut plus se contenter de pistes de 1,20 m, il faut des pistes de 2 mètres de large. Donc voilà, ça évolue sans arrêt les aménagements cyclables. Oui, mais il se trouve que quand on a construit Paris, il n'y avait pas d'automobiles thermiques comme on les a maintenant, et maintenant il faut bien que ça roule quand même. Donc Moi, je vais poser une question qui fâche peut-être. Est-ce que vous avez étudié les reports de circulation et est-ce que vous croyez que ça va se faire sur quel axe principalement ?
Donc effectivement, c'est une question que M. le maire a soulevée aussi à un moment donné. Donc, comme le dit M. le maire, donc, on a un déséquilibre en termes de flux de circulation dans un sens et dans l'autre. Donc les maximums qu'on ait relevés aux heures de pointe, c'est 500 UVP, alors véhicules par heure, on va dire, pour simplifier, donc en direction de la place Cambronne, et 300 dans l'autre sens. Donc à l'heure de pointe, donc au maximum en fait. Donc en fait, quand on dit qu'on met à sens unique vers Cambronne, donc ça veut dire qu'on conserve la possibilité pour les 500 qui passaient jusqu'à aujourd'hui de continuer de passer, et dans l'autre sens, c'est donc les 300 qui vont être obligés de passer ailleurs. Donc effectivement une bonne question. Alors 300, c'est pas énorme non plus, mais ils vont être obligés de passer ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on constate dans ces cas-là? C'est qu'il y a des gens en fait, qui viennent d'assez loin, dans le 7e ou au-delà, et qui vont au sud de Paris, et qui aujourd'hui passent par la rue de la Croix-en-Hiver. Quand ils pourront plus passer par là, ils passeront peut-être par les quais de la Seine, où ils iront chercher un itinéraire beaucoup plus loin. Donc ça, c'est déjà des véhicules qu'on ne retrouve pas forcément dans l'arrondissement, qui vont aller ailleurs. Ça existe, ce n'est pas la majorité, mais ça existe quand même. Après, il se trouve que dans le 15e arrondissement, on a un réseau quand même qui est bien maillé en termes de circulation. On a beaucoup de rues relativement parallèles. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, on a le choix. Et donc, ça, c'est bien parce que ça veut dire que ces 300 véhicules, ils ne vont pas tous se reporter au même endroit. Ils vont se répartir un petit peu dans le maillage routier dans l'arrondissement. Et du coup, ce sera moins douloureux, entre guillemets. Alors, pour être plus précis, le report maximum qu'on ait relevé dans nos études de simulation de trafic, c'est 100 véhicules sur la rue Frémicourt et la rue du Commerce. Alors 100 véhicules, c'est beaucoup, et en fait, c'est pas tant que ça. 100 véhicules, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc en une heure, ça veut dire 2 véhicules par cycle de feu. Donc vous mettez un carrefour, il y en a 2 de plus à chaque fois. Et ça, uniquement aux heures de pointe. Donc si vous voulez, avec la diminution quand même régulière de la circulation dans Paris, c'est quelque chose qui est absorbable. Absorbable sans provoquer une congestion supplémentaire qui serait pas raisonnable, quoi. Donc c'est quelque chose qui est relativement acceptable. Vous ne pensez pas qu'il y aura un report sur la rue Cambronne et après sur la rue Lecourbe? Parce que c'est bien gentil, les gens qui montent, qui font le sens vers la rue Cambronne, je ne sais pas d'où ils viennent, mais à un moment, ils repartent dans l'autre sens. S'il y a un flux qui est important, le flux, on le retrouve après dans l'autre sens. Je ne pense pas que ce soit la rue Frémicourt qui absorbe le maximum de véhicules, c'est plutôt la rue Cambronne et la rue Lecourbe après. Non, vous avez fait une étude d'impact là-dessus? Oui, on n'a pas noté ça parce que la rue de Cambronne, elle ne part pas dans la même direction que Croix-en-Hiver, alors que Frémicourt Commerce, on est quand même très très proche en termes de direction. Ça, oui. Ça se voit bien sur le plan, ça se rejoint. Quand vous prenez Frémicourt Commerce et que vous arrivez rue des Frères Morane, vous rejoignez la rue de la Croix-en-Hiver. Donc c'est vraiment l'itinéraire le plus proche de Croix-en-Hiver, alors que Cambronne, ça vous amène sur le Courbe, donc ça vous éloigne quand même pas mal plus. Mais il y aura quelques reports sur le Courbe aussi, mais encore une fois, tout ça, ça reste très modéré. Franchement. Ouais, moi, je vous invite à regarder le plan. Vous passez par Cambronne-le-Courbe, vous arrivez à Croix-en-Hiver. Donc voilà, c'est un détour. Bon, une autre chose, avez-vous gardé les zones de livraison? Oui. D'accord. Je voudrais juste préciser que les reports de circulation, quelles que soient les voies vers lesquelles ils seront détournés, sont très faibles par rapport à ce flux de circulation modeste qui est absorbé par la voirie adjacente. Cela étant, moi j'attire l'attention depuis le début d'ailleurs de cette affaire des services aussi sur un sujet qui est assez contraignant, c'est la place Cambronne. Parce que sur la place Cambronne, vous avez, je crois, 12 voies qui convergent avec les... Donc, ils font un réglage des feux qui soit extrêmement performant. Par exemple, si on a rue Frémicourt, l'accès de la rue Frémicourt à la place Cambronne, un feu qui dure 18 secondes, c'est pas étonnant qu'ensuite, ce qui est le cas, c'est pas étonnant qu'ensuite il y ait une file d'attente assez considérable jusqu'à Émile Zola parfois.
Et surtout, enfin, moi j'ai passé 1 heure ou 2 là, sur la place à voir le fonctionnement des feux. C'est impressionnant, hein, de voir d'abord les automobilistes qui sont au feu, ils lisent leur journal, ils font autre chose, ils se rasent ou ils se maquillent, enfin bref. Et le feu est au vert et ça part pas 1 seconde, 2 secondes. Enfin, il y a 10 secondes qui peuvent passer sans qu'aucun véhicule démarre. Donc c'est la moitié déjà du feu qui est perdu. Enfin, il y a vraiment un sujet de réglage des feux. Je sais bien qu'il faut que la voie principale soit le plus possible libérée, qui est le boulevard, l'enceinte des fermiers généraux, c'est-à-dire boulevard de Grenelle, etc. C'est là que les feux doivent être ouverts au maximum pour que ça passe. Mais néanmoins, attention aux rétentions de véhicules sur la rue Croix-Nivert déjà, et puis qui sera sur le fil, et puis sur la rue Frémicourt notamment, qui sont aux heures de pointe, mais pas qu'aux heures de pointe, considérablement encombrés, quoi. Attendez, monsieur, il va falloir que vous preniez un micro. Alors, donnez-le au monsieur et après, la dame interviendra. Un gros problème au niveau de la place Cambronne, comme vous évoquiez, monsieur le maire, c'est que le feu vert qui libère les autos pour rentrer dans la rue de Cambronne est vert en même temps que les piétons, ce qui est excessivement dangereux. Pour tout le monde, pour les piétons, parce que les voitures, c'est pas grave, elles vont à une vitesse qui est négligeable, mais pour les piétons qui se précipitent tous les matins pour prendre le métro, pour partir quelque part, eh bien, c'est très, très dangereux. Je le pratique très souvent et je vous pourrais croire que c'est dangereux. Absolument. On le signale depuis un certain nombre d'années, si je peux dire, enfin, depuis la rénovation de la place, quoi. Il y a un sujet. Alors, Madame Le Sens va vous dire... non, tu veux dire quelque chose ? Il y a une complexité là, mais je sais pas pourquoi. Oui, mais elle est compliquée cette place aussi. Oui, c'est une place extraordinairement compliquée. Mais j'ai constaté ce que dit monsieur. Oui. J'ai constaté ce que vous dites. J'y suis allé ce soir pour voir justement, puisqu'on en avait parlé. Et effectivement, j'ai constaté ce que vous avez décrit. Alors, il y a des panneaux, ce qu'on appelle des A13B, donc des panneaux lumineux qui s'allument pour dire que les piétons traversent et ils ont la priorité. Mais après, comme dit monsieur le maire, c'est un carrefour avec... il y a 5 entrées dans le carrefour, juste côté au sud du boulevard Grenelle-Garibaldi. Le feu est vert pour permettre une certaine retenue de voitures, pour pas que ça bloque le carrefour. Ouais. Alors c'est ingérable ce truc, quoi. C'est ça le problème, en fait. Excusez-moi, mais est-ce que ça risque pas d'être encore plus ingérable avec le projet de mise en sens unique de la rue de la Croix-Nivert ? Parce que si déjà c'est compliqué, alors pourquoi on va rajouter du compliqué au compliqué ? D'autant qu'il y aura le 80 articulé qui viendra se placer là-dessus. Excusez-moi, si vous voulez vous exprimer, il faut prendre un micro parce que c'est enregistré. Oui, alors vous demandez... Quand on vous passe la parole, monsieur. Non, mais alors... bon. Je disais donc qu'avec un 80 articulé en plein milieu de la place, ça va aggraver la situation. Non, ça, franchement, je suis convaincu du contraire. Hein. Le fait d'avoir, si on les mettait toutes à sens unique, on arriverait à améliorer très sensiblement le fonctionnement de la place. Ça poserait d'autres problèmes par ailleurs, forcément. Mais le fait de passer d'une rue à double sens à une rue à sens unique, on enlève un mouvement. Donc ça ne peut que aller dans le bon sens. Hein. Non, il y a des choses à faire sur cette place, ça c'est vrai. Mais je vous rappelle que l'objectif de l'aménagement, c'est d'embellir la rue Croix-Nivert. Hein. Donc effectivement, il peut y avoir un certain nombre de conséquences ici ou là. Mais je vois par exemple ce qu'on a fait rue du Laos. Rue du Laos, il y avait un bouchon aussi, comme sur la rue Frémicourt, parce que la ville avait posé des arceaux de motos. Ce qui faisait que la circulation qui va vers la place Cambronne, puisqu'elle est en sens unique de toute façon, le Laos, arrivait sur une file. Et les véhicules qui tournaient à droite, puisqu'il y a un feu pour le passage piéton, il suffisait que 2 voitures s'engagent, tournent à droite, et ça bloquait la rue du Laos. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les arceaux des motos, ce qui fait que quand vous arrivez près de la rue Cambronne, oui, faire et refaire, faire et défaire,
quand vous arrivez sur la place Cambronne de la rue du Laos, il y a 2 files, une file pour tourner à droite et une file pour traverser la place Cambronne, ce qui a désengorgé la rue du Laos. Vous voyez, c'est de petits détails comme ça qui changent beaucoup de choses, mais qu'on essaye de réguler. Mais avec l'expérience et puis avec les remontées du terrain. Bonsoir, excusez-moi, j'ai une question sur l'organisation pendant les travaux. La plupart des rues, c'est leur débouché qui donne sur la rue de la Croix-Nivert. Mais là, pour cette rue-ci, pour la rue de l'Amiral Roussin, alors je suppose que les autres seront mises en impasse, mais pour celle-ci, moi j'ai mon parking qui est dans cette rue, je peux me déplacer qu'en voiture, donc je dois faire des allers-retours quasiment tous les jours. Vous savez, quand on arrivera à ce tronçon, comment elle va être accessible pour pouvoir y entrer pendant les travaux? Donc la question, c'est l'accessibilité d'une rue, c'est pas d'un immeuble. De l'immeuble, mais de la rue, parce qu'elle est en sens unique. Et c'est quelle rue? Cette rue-là, la rue de l'Amiral Roussin. Ah oui, d'accord, ok. Alors, bon, d'une manière générale, alors pour l'instant, on n'a pas encore commencé à travailler sur le phasage des travaux. D'une manière générale, on essaie de conserver les accès à toutes les transversales au maximum. Après, quand il faut refaire la chaussée dans le carrefour, forcément, il y a des moments où on est obligé de mettre une rue en impasse. Mais dans ces cas-là, on prévient déjà à l'avance. Et comme je disais, on essaie de mettre la rue en impasse. Donc ça veut dire que la rue est accessible dans les 2 sens, mais pas du côté Croix-Nivert, mais de l'autre côté. Oui, mais donc, ce sont des rues à une voie, en fait. Donc comment c'est possible de faire ça? Et c'est surtout que voilà, c'est pas le bon sens. Donc dans ces cas-là, on supprime provisoirement le stationnement et on s'arrange pour que les 2 sens soient possibles. Après, il y a toutes les configurations possibles. Ce genre de travaux, quand même, quand on refait le carrefour, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus court possible dans le temps, mais on n'a pas d'autre possibilité parfois que de fermer la rue purement et simplement. Ah oui, et donc c'est pas garanti qu'on puisse déposer notre véhicule et s'y garer, parce que c'est mon parking en fait, et je peux pas. Oui, non, mais c'est quelque chose à laquelle on fera attention et on sera vigilant et on travaille avec les entreprises de façon assez fine pour éviter d'embêter les gens au maximum. Pareil pour les commerçants, pareil pour les livraisons. Oui. Donc, c'est pas notre objectif de bloquer la vie des gens. Hein. Mais après, il y a des moments où, quand on refait un carrefour, on est bien obligé, quand on fait le revêtement surfacique, on fait tout en une passe. On va pas. Donc voilà, mais ça dure 2 jours, 3 jours peut-être. Mais voilà, mais on prévient déjà, et puis encore une fois, on essaie de trouver d'autres possibilités d'accéder et de sortir de chez soi. D'accord, merci beaucoup. Oui, monsieur, vous vouliez pas poser une question? Là, une dame qui n'a pas posé de question, je suis désolée, vous est déjà devant. Oui, là voilà, allez-y madame, allez-y. Oui, c'était par rapport à la végétalisation dans le quartier, par rapport aux terre-pleins qui existent déjà, par exemple, la rue de l'Amiral Roussin, qui deviennent des vrais crottoirs à chiens. Est-ce que, puisque c'est dans le même quartier, est-ce que quelque chose est envisagé, en fait, pour juste embellir l'existant qui est abîmé, juste là, toute la rue devant l'école? Voilà. Non, alors, vous savez, là, il s'agit de la rue de la Croix-Nivert. Il y a eu donc de nombreuses réunions d'information, de concertation, etc. Cette proposition ne nous a pas été faite dans le secteur. Hein. Je suis désolé. Et puis là, la totalité des crédits est engagée sur cette rénovation de la rue Croix-Nivert. Donc, pour le moment, ce n'est pas envisagé, mais ça peut faire partie de plusieurs choses. Ça peut faire partie, par exemple, d'une proposition au budget participatif, qui est une partie du budget d'investissement qui est orientée vers les citoyens qui peuvent nous faire des propositions, des projets. S'ils sont votés, ils sont mis en œuvre, vous voyez, des choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de crédit prévu pour cette amélioration. Mais on peut voir ça dans le cadre du budget participatif. Très bien, on va prendre plus que 2 questions, parce que sans ça, on a un ordre du jour
Une question rapide. Est-il prévu du désamiantage sur la rue de la Croix-Nivert? C'est une très bonne question. Je crois qu'on a déjà fait les diagnostics amiante et qu'on n'a pas trouvé d'amiante. Donc, mais il faudrait que je vérifie quand même, mais je crois qu'il n'y a pas de désamiantage à faire. Bonjour. Comme vous voyez, je suis en fauteuil. J'habite depuis 23 ans au 69 rue de la Croix-Nivert. Et donc, je suis ravie qu'enfin, on agrandisse les trottoirs. Parce que rien que pour aller au Picard de la rue Cambronne, il m'arrive de faire un tour d'enfer juste pour ça. Sinon, oui, je rejoins la dame qui parlait de la rue Lovendal pour les jardinières qui sont rue Letellier, qui sont dans un état pitoyable. On se demande, pour aller rue du Commerce, pour moi, c'est plus facile de passer par là. Et à chaque fois, je me dis, mais oulala, ces jardinières. Bon, après, je voulais parler de la rue Lacanal. Qu'est-ce qu'on envisage pour les trottoirs? Parce que c'est pas folichon. Entre un ravalement d'un côté et des baisses de niveau de trottoir au niveau du Franprix de la rue Lacanal. Donc voilà. De temps en temps, je passe par la rue Gramme pour que ça soit plus facile pour aller dans un endroit qui est complètement à l'opposé, quoi. Sinon, oui, alors si je comprends bien, le 80 va rouler en même temps que les vélos et dans le même sens. Comme aujourd'hui, en fait. Voilà. Et sinon, la dernière chose, oui, la rue Mademoiselle, que j'emprunte quasi tous les jours, le trottoir de droite est plein de trucs en ciment, de grilles, de je sais pas quoi. Ça doit être la voirie, ce dont vous parliez, qui est au-dessous du trottoir. Mais il y a au moins... c'est un gymkhana total. Voilà. Merci de ce que vous pourrez faire. Juste une ou deux réponses. Il y a un projet qui n'est pas encore abouti, de trame verte en quelque sorte, qui partirait de la station de métro Vaugirard à travers le square Chériou, qui a été revégétalisé d'ailleurs. La végétalisation a été augmentée d'un tiers sur ce square, qui traverse la rue Blomet, le parvis de la mairie, qui arrive sur la rue végétale, la rue Léon Séché, qui a été végétalisée et donc piétonnisée, qui ensuite passe par le square Saint-Lambert, et à l'arrière traverserait la rue Croix-Nivert, possiblement soit par le rue Lacanal, soit par la rue Gramme. Il y a des études de voirie actuellement, de façon à en faire une rue. Alors, c'est plus facile rue Gramme, mais il y a aussi des parcs de stationnement, enfin des parkings, donc c'est compliqué. Pour végétaliser, arborer en quelque sorte, arborer ces rues, soit l'une, soit l'autre, de façon à arriver au square du Commerce et assis à la rue derrière, à la rue Violet. Voilà, donc ce serait cette grande trame verte, mais la décision n'est pas encore prise, et puis il faudra aussi des crédits pour arborer, et de faire amener ces rues dans la trame verte, la rue Lacanal, qui est intéressante parce qu'elle est vraiment très très difficile, avec des petits trottoirs et tout ça. C'est pas simple, ou la rue Gramme. Donc voilà, on en est là. Mais il y a des réflexions aujourd'hui. Oui. Et quant à la rue Mademoiselle, je suis d'accord avec vous, il y a un revêtement assez bizarre sur cette voirie qui devrait être amélioré. Ça fait faire partie des sujets à étudier par la voirie. Oui. Oui, monsieur, dernière question alors, parce qu'après on va passer au sujet suivant. Le fait, on n'en a pas parlé du tout, que les trottoirs ne doivent pas avoir un dévers de plus de 2% pour les fauteuils roulants. Donc ça, c'est pas le cas dans la rue Cambronne. On en parlera tout à l'heure à propos du projet Pong. Mais j'attire votre attention, car les fauteuils roulants, comme Madame vient de dire, c'est très, très difficile. Il faut penser à une seule chose, c'est que là où passe un fauteuil roulant, là où passe un handicapé, tous les valides passent. Ça, c'est, je crois, un postulat qu'il faut respecter. C'est-à-dire que ça fait très attention, il y a des trottoirs qui sont très hauts par endroits, et on respecte les murs des façades des maisons pour qu'il n'y ait pas trop de comment dirais-je, de dégâts. Et finalement, on se retrouve avec des dévers rue de Cambronne qui sont absolument incarrossables pour un fauteuil roulant.
Et on en reparlera tout à l'heure si ça ne vous dérange pas. C'est pas pensable. C'est très difficile. Si c'est sur la voirie, si vous pouviez le dire maintenant, comme ça. Alors, si c'est, je vais vous parler de la rue Cambronne et de la contre-allée qui vient d'être faite devant le projet Pong. J'attendais le projet Pong. Le projet Pong, il y a une contre-allée qui était extrêmement bien carrossable et qui était parfaite pour les personnes âgées, les fauteuils roulants, les valises, les poussettes, tout. Et j'ai vu cette contre-allée se creuser. Et puis, on a fait les travaux. Mais je n'étais pas au courant du projet. J'ai essayé de contacter la mairie sans succès. Et je me retrouve aujourd'hui avec un dévers et un caniveau au milieu de la contre-allée qui a de chaque côté un dévers de 5% et plus d'un côté, et de l'autre côté, c'est le Tourmalet. Hein. Donc, je vais vous faire une comparaison. Donc, j'ai essayé de contacter la mairie avant que ce soit terminé. Avant, ça marchait bien. Avant, c'était bien. On réflexionne pour faire en sorte que ce soit impraticable. Si vous voulez vraiment nourrir l'hôpital Pompidou, c'est vraiment, il faut conserver ça. Non, mais est-ce que je peux... Parce que j'ai 40 ans de métier dans les handicapés, donc je suis absolument horrifié de voir ce qui s'est passé. Je comprends, monsieur. Si vous permettez, est-ce que vous pouvez venir me voir à la fin de la réunion publique pour que nous échangions nos mails? Oui, comme absolument. Ça, je vous mettrai... on en parlera à l'adjoint au maire chargé de la voirie. Je reste Et on se déplacera d'ailleurs. Je reste à votre entière disposition. Très bien, monsieur. Pour qu'on en parle et qu'on voit ensemble. Très bien. Merci beaucoup, mais monsieur. Mais ça ne peut pas rester comme ça. Eh ben, on va travailler ensemble. Je vous promets. Venez me voir à la fin de la réunion, comme ça nous échangeons nos coordonnées. Très bien, je pense que maintenant il va falloir passer au deuxième sujet. Donc je vous remercie beaucoup, monsieur, pour votre intervention sur la rue de la Croix-Nivert. Et je vais repasser... Donc, notre deuxième sujet, ce sont les travaux dans l'ancienne église Sainte-Rita. Donc, je vais passer la parole à monsieur Juret. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Donc moi je suis Thibaut Juret, je travaille pour la société Climbing District, donc on est un exploitant de salles d'escalade. Et je vais vous présenter le beau projet de réhabilitation de l'église Sainte-Rita. Juste un petit mot sur Climbing District et sur qui on est. Donc l'église... Ouais. C'est où? Il n'y a pas que la voirie qui est dangereuse. C'est pas là. Les écoles aussi. Là. Oui, pendant que vous réglez votre... Est-ce que je peux dire un petit mot? En réalité, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire de l'église Sainte-Rita. Ce n'est pas tout à fait dans le même secteur, c'est rue François Bonvin, mais quand même. L'église Sainte-Rita devait être détruite. Le permis de démolir avait été accordé par la mairie de Paris. Permis de construire aussi pour construire quelques logements. Je m'y suis opposé. Je n'ai pas voulu qu'on détruise des établissements qui sont des marqueurs d'un quartier, comme une église par exemple, et comme celle-ci. Alors bon, après, le culte qui y est professé ou pas, ça c'est autre chose. Hein. Moi je ne suis pas là pour m'occuper du culte, mais en revanche, pour le patrimoine, que ce soit un patrimoine civil ou religieux d'ailleurs, je considère que mon rôle c'est aussi de protéger ce patrimoine. Surtout dans la rue François Bonvin, qui n'est pas une rue particulièrement remarquable, le fait qu'il y ait cette église donnait son caractère à cette rue et au quartier. Donc nous avons, avec un certain nombre d'élus, essayé de défendre cette église. D'ailleurs, nous avons été victimes de charges de CRS aussi, il faut bien le dire quand même. Certains de mes collègues ont été traînés par terre, malgré leurs écharpes, pour empêcher l'église d'être démolie. Finalement, les promoteurs sont venus me voir parce que finalement leur objectif c'était pas de nous faire la guerre. Et on a pu
faire en sorte qu'ils maintiennent ce bâtiment. Et que, bon, alors il est passé de main en main jusqu'à aujourd'hui, où un promoteur l'a racheté, enfin un opérateur en tout cas l'a rappelé pour la racheter, pour le confier à cet opérateur. Et ce qui a permis de maintenir, après, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est vous qui allez exposer tout ça, mais ce qui a permis de maintenir ce patrimoine de façon pérenne et durable, puisque l'église est en train d'être ravalée à l'identique, c'est ce que j'ai souhaité, et qu'ensuite il y ait des activités à l'intérieur. Alors ce ne sera pas des activités religieuses, mais en tout cas l'église est maintenue et le patrimoine du 15e aussi. Merci. Donc quelques mots sur Climbing District. Donc nous, en effet, on va être la société qui va exploiter le lieu une fois que les travaux seront achevés par le maître d'œuvre. Donc Climbing District, nous aujourd'hui, on a 5 salles dans Paris et Première Couronne. L'église Sainte-Rita sera notre 6e. Notre concept, il s'articule autour de 4 grands piliers qui sont l'escalade. Évidemment, c'est le premier, c'est le plus important, c'est de proposer de l'escalade de qualité dans des lieux atypiques. Le deuxième, c'est le coworking. Donc on croit assez fermement en pouvoir du coworking et des lieux dans lesquels les gens peuvent venir travailler. Nos lieux sont avant tout des lieux qui ont vocation à être ouverts sur les quartiers et à être un véritable appel pour les gens pour venir bosser. Le troisième pilier, c'est la partie bar et détente. Donc, dans tous ces lieux, on va venir mettre des espaces pour que les gens viennent se poser pour boire un café ou boire un verre après ou avant leur séance de sport. Et le dernier, c'est ce qu'on a appelé le social club. Donc, c'est toujours dans l'optique d'avoir des lieux qui sont dynamiques, c'est-à-dire d'avoir un calendrier événementiel qui est assez dense. Ça peut aller des expositions à d'autres choses qui peuvent être présentées dans ces lieux qui sont multimodaux. Un exemple de ce qu'on peut faire et de ce qu'on a fait dans un lieu atypique, c'est l'église qu'on a réhabilitée à Saint-Lazare, qui est ouverte maintenant depuis un petit peu plus d'1 an et demi. Donc c'est un peu la signature du groupe Climbing District, c'est de savoir s'implanter dans des lieux atypiques, tout en garantissant l'intégrité du lieu. Et comme le disait Monsieur le maire, on a garder l'intégralité des vitraux, des coursives qui sont d'époque, la bibliothèque également qu'on a gardée et qu'on a rénovée. Donc ça, c'est vraiment notre signature. Donc, sur le projet Sainte-Rita, donc là, vous avez quelques visuels de ce à quoi ça va ressembler une fois que les travaux seront achevés. Pour ceux qui sont déjà passés devant, vous pouvez voir que la majorité des échafaudages ont déjà été enlevés, donc on voit déjà se dessiner la nouvelle teinte de l'église qui vraiment ressort très, très fortement dans la rue. Donc c'est vraiment très joli. Et puis vous voyez aussi le projet d'aménagement devant pour les gens qui viendront du coup dans la salle. Alors là, vous avez un plan vu du haut de ce que sera le mur d'escalade. Donc vous avez à droite l'entrée, et puis au milieu vous aurez une lame centrale, et les gens pourront grimper de chaque côté. Cette lame centrale, elle va monter jusqu'à environ 12 mètres de hauteur, et donc les gens pourront grimper quasiment au début de la voûte. Et il y aura une autre partie du mur qui sera, vous voyez, tout au fond de la nef, qui permettra également de grimper. Donc la salle, nos ambitions pour cette salle, c'est que ce soit avant tout un lieu qui soit ouvert sur le quartier. C'est pour ça qu'on propose cette activité aussi de bar. C'est pour ça aussi qu'on propose du coworking. C'est vraiment, l'idée, c'est d'être un lieu de passage et un lieu de rencontre et un lieu qui permet de lier les gens du quartier entre eux. Ça va drainer une population plutôt de sportifs, qui font beaucoup de sport ou peu de sport, mais en tout cas ça s'adresse à tous les niveaux. La salle d'escalade accueillera des enfants dès l'âge de 11 ans, et aussi les nomades du travail qui viendront profiter des espaces de coworking. Ça va drainer également des personnes qui vont venir consommer dans le quartier. Donc ça, généralement, c'est plutôt vu d'un bon œil. On a fait des études récemment sur nos adhérents dans les salles existantes, et on a une très grande majorité de ces adhérents qui viennent soit avec les transports en commun, soit en vélo.
Sur les espaces dans la salle, donc vous en avez un peu vu quelques-uns là sur le plan de coupe. Donc il y aura un accueil dans l'entrée de la chapelle, de l'église, pardon. Vous aurez un bar avec donc des espaces de coworking sur une mezzanine qui est située juste au-dessus de l'espace d'accueil. Et vous aurez également des vestiaires de part et d'autre de l'église. Voilà, et donc nos ambitions pour le quartier, c'est promouvoir la santé et le bien-être à travers le sport. Donc on va amener une infrastructure sportive supplémentaire. Renforcer l'esprit de communauté, c'est ce qu'on essaie de faire avec tous les événements qu'on crée. Participer aussi à la vie du quartier, donc c'est transformer cet espace qui était jusqu'à présent inoccupé et laissé vacant, et redonner aussi de la vie à cet endroit-là de la rue. Et puis c'est un soutien aussi à la jeunesse pour nous, puisque l'idée c'est de pouvoir proposer à des tarifs abordables différentes formules pour permettre aux enfants dès l'âge de 11 ans de grimper. Merci. Bravo. Oui. Quelle est la surface totale de ce lieu où il y aura plusieurs espaces? À peu près 350 mètres carrés. Et combien de personnes maximum pourront tenir ensemble dans ce lieu? Je dirais que, alors pour référence, donc nous sur notre autre salle, donc qui est également une chapelle, je dirais que les soirs de grande affluence, on a maximum une centaine de personnes qui sont présentes en même temps, réparties dans tous les espaces, qu'ils soient sur les murs, sur les tapis, dans les espaces de coworking, dans les vestiaires. D'accord. Merci. Oui, monsieur. Vous voulez dire accessible à tous sans être membre? Fauteuil roulant et tout. Oui. 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 Avec des normes respectées. Oui. Moins de 5%. Moins de 5%. Moins de 2% de dévers. En tout cas, on a fait des travaux. Je vous pose la question. C'est pas tout à fait fini. Je vérifierai le point, mais en tout cas, on travaille avec un bureau d'études qui nous conseille sur ces sujets-là, et je suis sûr qu'on fait les choses dans les règles de l'art. Vérifier. Notez. Ma confiance est limitée actuellement. Croyez-moi. Je vous exposerai pourquoi tout à l'heure. Monsieur. Merci. Bonjour. Les activités que vous proposez me rappellent celles qui étaient envisagées pour le 42 de la rue Cambronne. Donc, j'interroge par vous, les représentants de la mairie ou d'autres personnalités présentes, pour savoir si ce qui était envisagé au 42 de la rue Cambronne, qui est en fin de réhabilitation, est évacué ou qu'il y a d'autres projets envisagés pour le 42. Je n'ai pas connaissance du projet. Je vais répondre, mais si vous parlez du projet Pong, le projet Pong, il n'y a jamais... D'ailleurs, c'est le sujet suivant. Mais il n'a jamais été envisagé de mur d'escalade sur le projet Pong. C'est un projet de e-sport. Non, mais je pensais plutôt au coworking et puis... Oui, bien sûr. Coworking, co-living et e-sport sur le projet Pong. Oui, absolument. Non, je vois à quoi vous faites allusion. Oui, voilà. Parce qu'en fait, il y avait un projet de coworking avant le vôtre, mais qui malheureusement, on verra bien ce que vous donnez, a été abandonné par les opérateurs précédents. Et là, c'est un nouveau projet qui nous a été présenté par le promoteur, enfin l'opérateur. Mais donc là, projet de mur d'escalade et d'un écosystème autour de l'escalade. Exactement. En fait, et ensuite, projet Pong, co-living, on en parlera, co-living, coworking, e-sport. Et voilà, c'est ça. Nous, l'activité principale, ça reste l'escalade. Et le coworking est vraiment une activité annexe et mineure dans la part globale de notre activité.
Et à l'occasion du précédent conseil de quartier que toutes ces activités étaient envisagées. Et justement, je voulais voir si du 42, ça avait été déplacé à la non, villa, pas du tout. À l'église Sainte-Rita. Il y a Merci bien. Beaucoup plus de coworking, bien sûr, sur le projet Pont. Merci. Monsieur. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous habitons juste en face et un grand merci. C'est vraiment magnifique ce projet qui était terminé il y a quelques jours, du moins à l'extérieur. Juste une petite question. Est-ce que ce sera autofinançant? Et sinon, qui va payer? Ce que je peux vous dire déjà que ce n'est pas le contribuable qui va payer. Donc, enfin, une bonne nouvelle. Mais c'est un projet totalement privé. Donc. Oui, c'est ça. Nous, on est exploitant de la salle. Donc, ce seront les abonnements qui vont financer le paiement du loyer. Oui, alors il y a plusieurs formules en fonction de votre fréquentation. Ça peut être des entrées unitaires pour ceux qui veulent simplement venir découvrir. Ceux qui viennent plus régulièrement peuvent prendre des carnets de 10 par exemple, ou on peut être également abonné mensuellement ou annuellement. Donc il y a pas mal de formats différents et surtout ce qu'on propose aussi ce sont des cours encadrés par des moniteurs pour ceux qui veulent découvrir par exemple et s'essayer à la pratique dans un cadre sécuritaire et on aura des cours que ce soit pour les adolescents ou pour les adultes. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut louer la salle pour une soirée, par exemple? C'est une très bonne question. On nous pose souvent la question. C'est possible. Tout dépend de ce que vous voulez en faire. Évidemment, il ne faut pas que ça crée de nuisance pour le voisinage. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, tout dépend de vos moyens, je dirais, puisque nous, forcément, ça implique de fermer la salle à un soir, qui sont des moments de forte fréquentation, mais ça peut totalement être envisagé, oui. Oui. Oui, merci pour cette présentation. Moi, je voulais savoir, c'est vrai, j'ai vu que l'échafaudage, il n'y en a plus. Donc, à partir de quand vous pensez ouvrir et effectivement, on pourra visiter avant de s'inscrire à toute activité? Est-ce que vous avez prévu une ouverture un peu festive? Alors, pour l'instant, donc on a, selon le planning prévisionnel, on a prévu d'achever les travaux plutôt fin juillet. Ça, c'est le planning ambitieux. Et puis après, on connaît aussi la réalité de la vie des travaux qui peut être un peu fluctuante. Donc, ça peut être aussi plus tard dans l'été ou à la rentrée. Donc, il y a ce qu'on souhaite faire et puis après, ce qui va réellement arriver. Donc, toujours une petite différence à la fin. Bonsoir. Est-ce que des partenariats pourront être envisagés? Je pense notamment avec des écoles, puisque vous parliez de rendre accessible une activité sportive aux enfants. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous vous implantez juste à côté d'un collège qui propose une section sportive escalade, un collège public. Donc voilà, la question est lancée. Merci. Merci pour les pour les infos. Je saurais m'en rappeler. En effet, dans toutes nos salles d'escalade, on a des partenariats avec des écoles ou des collèges. Pas uniquement des collèges d'ailleurs qui ont des sections sport. Hein. Ça peut être vraiment ouvert à tous. Nous, on essaye vraiment de pousser les écoles pour avoir dans leur programme des séances escalade. Et l'idée, c'est pouvoir aussi s'adapter au budget de ces écoles, qui ne sont pas forcément les budgets d'une personne en particulier hein, qui voudrait venir grimper. Et donc, on peut proposer sur des moments de la semaine moins fréquentés des tarifs plus intéressants pour des groupes de jeunes. Sachant que la particularité quand même de cette église, c'est que les murs montant jusqu'à à peu près 12 mètres, l'âge minimum sera donc 11 ans, puisqu'il faut mettre un baudrier, s'attacher seul, etc. Donc voilà, il y a quand même un aspect sécuritaire sur lequel il faut être très vigilant. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire grimper des plus jeunes enfants.
Bon, merci. Je vous remercie pour votre intervention. Merci d'être venu nous rencontrer. À très bientôt. Donc pour les soirées festives, si j'ai bien compris, il y en aura beaucoup. Et peut-être pour un peu d'escalade. En tout cas, merci pour votre participation. Donc on va passer maintenant au point d'information sur le projet Pong. Et je passe la parole à Monsieur Rowe de Colonie. Ah oui, pardon. Ouais. Bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas vous parler d'escalade. Bonsoir, pardon, Mathieu, je travaille dans la société Colonise. Je ne vais pas vous parler d'escalade puisque nous, on est un opérateur de logements meublés. Donc, je vais vous parler d'une partie de l'immeuble du 42 rue Cambronne, dont nous ne sommes pas propriétaires, nous sommes opérateurs des étages 5 à 12, qui seront donc des logements meublés opérés par la société Colonise. Le but, c'est de vous montrer un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est passé à l'intérieur du coup de cet immeuble sur les derniers mois et longs mois, qui font qu'on arrive au bout du projet pour la partie logement. Ce qui a été le but initial, hein, c'était de créer une offre de logement dans cet espace qui était d'anciens bureaux, pour venir aussi répondre à une forte demande locative, pas uniquement d'ailleurs dans le 15e, mais un peu partout en France aujourd'hui dans nos villes. Sur la partie du coup résidentielle, nous allons opérer 96 unités. Les unités ici, ce sont des studios ou des T2. Et nous sommes une société qui est spécialisée dans l'habitat partagé. Donc ces logements seront en co-living, dans le sens où nos locataires auront un studio ou un T2 pour leur partie privée, toujours, et je vous montrerai des photos, équipés d'un espace bloc hôtel, kitchenette, et d'une salle de bain privée, et d'un espace nuit, donc une chambre avec un bureau, mais auront des espaces de vie partagés pour tout ce qui est salon, salle à manger, espace cuisine, mais aussi des espaces communs que nous on appelle des super communs, qui sont en l'occurrence ici donc la terrasse rooftop du 12e étage avec une vue panoramique sur Paris, notamment la Tour Eiffel, mais aussi une salle de sport fitness au rez-de-chaussée. Donc je vous ai mis quelques images, c'est vraiment tout neuf, je reviendrai sur le calendrier. Il faut savoir que nous, on travaille pour le compte d'investisseurs propriétaires, et pour eux, on fait la totalité de la vie du bien. Et donc on a en interne des équipes dédiées au design, à l'ameublement et à la gestion de ces logements. Donc le but ici, c'est qu'on ait aussi la patte de notre marque, et c'est nous qui avons designé ces lieux. Là, c'est la partie un petit peu plus espace commun que je vous montrais. Donc la salle de fitness au rez-de-chaussée, le rooftop, avec des photos prises malheureusement dans une période de l'année qui n'est pas la plus favorable au ciel bleu. Là, ce sont des photos. Alors sur la gauche, c'est un exemple de la partie commune. Donc là, on est sur le bar qui est dans une salle de vie commune, dans la partie salle à manger, cuisine. À droite, la partie terrasse de cette salle commune avec une belle vue sur la Tour Eiffel. Là, vous avez l'exemple typique d'un studio. Donc voilà le genre de logement qu'on va pouvoir proposer, qui sont assez rares à Paris aujourd'hui, avec une telle vue et un tel cadre de vie. Voilà, ça reste un studio, donc vous avez toujours effectivement le bureau, le lit et les espaces privés. Là, je propose d'avoir un peu une vue d'ensemble également sur les T2, donc qui font une trentaine de mètres carrés, les studios qui font une vingtaine de mètres carrés, avec toujours, comme je vous l'expliquais, la salle de bain privée, l'espace bureau, des rangements, etc. Et donc pour parler du calendrier, je vous disais effectivement, on arrive au bout de la rénovation, vous avez dû peut-être l'observer. La partie logement, donc co-living, est terminée du point de vue travaux. L'ouverture est désormais dépendante de l'avis favorable de la commission de sécurité, qui est censée avoir lieu en fin de mois. Donc on devrait être capable d'accueillir des premiers locataires dans ces logements à partir du mois d'avril. Et pour le reste de l'immeuble, dont nous n'avons pas la maîtrise du calendrier, de ce que je comprends, la partie coworking est aussi en cours de livraison.
et partie éventuellement commerce également. Donc le rez-de-chaussée, c'est pour ça, est encore en travaux, mais n'est pas opéré par la société Colonize. Voilà. Attendez, le micro arrive. Je suis absolument désolé de vous contrarier, mais la pente d'accessibilité au projet Pong n'est pas conforme à la loi 2005 d'accessibilité des locaux. Elle est trop longue. Il faut un palier normalement au milieu de 2 mètres pour pouvoir permettre un repos. Vous ne me dérangez pas du tout. Malheureusement, nous ne sommes pas opérateurs de cette espèce-là. Non, mais d'accord, vous n'êtes pas opérateur, mais moi, je sais ce qu'il faut. Je connais la loi. J'ai participé à cette loi. Donc, c'est un peu embêtant de défaire des choses qui sont faites, qui sont tolérées et qui auraient dû être normalement bien. La pente est trop... C'est pas loin d'être bon. On va laisser, on va pas... Mais faut y penser, Oui, alors, juste ce que je peux dire, c'est que, en fait, le constructeur n'est pas Colonize. Non, le constructeur est Covea. Oui. Covea qui devait venir, mais comme il y a le MIPIM en ce moment, et donc ils n'ont pas pu venir. Mais c'est eux qu'il faudra poser la question. Encore que, je me souviens que mon adjoint chargé de la voirie m'a parlé de ce sujet. Oui. Parce qu'il y a eu de gros problèmes sur cet accès à cet immeuble. Alors, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas en tête le dossier, mais effectivement, il y a eu un sujet là-dessus. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'entends ce que vous me dites, donc on va le transmettre à Covea et à mon agent de la voirie. Ouais. C'est pas encore une catastrophe parce qu'il n'est pas très pentu. Il n'est pas au-dessus. Je pense pas qu'il soit au-dessus des 5%. Par contre, je veux bien le vérifier. Je passerai faire les mesures et je vous dirai exactement ce qu'il en est. Mais c'est dommageable parce que c'est tout neuf. C'est tout neuf, quelque chose qui vient d'être fait. Et comme la contre-allée, c'est tout neuf et puis c'est pas aux normes. La loi est de 1975. J'y étais déjà. Elle a été réaménagée en 2005 par le président Chirac, avec un grand tapage à ce moment-là. Et puis en 2024, rien n'est fait. C'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de choses qui ne sont neuves et qui ne sont pas comme il faut. C'est dommage. Je voudrais attirer votre attention, pendant qu'il en est peut-être encore temps, aussi bien à vous qu'à vous, monsieur le maire. Il y a un aspect dangereux, alors je ne parle que de choses dangereuses ce soir. Il y a un aspect dangereux quand on est sur ce qu'on a appelé tout à l'heure la contre-allée devant le 42 de la rue Cambronne et qu'on se dirige vers le Franprix, qui n'en est plus un, de la Ville-la-Croix-Nivert. Si on veut descendre pour rejoindre la Ville-la-Croix-Nivert, on bute sur de futures jardinières. Et ces futures jardinières, seront-elles des jardinières? Je n'en sais rien. Mais soit on les remplit et on fait en sorte que les niveaux soient bons, parce qu'avec des fauteuils, ça ne va jamais passer. Soit on met un mur, on met quelque chose pour empêcher le passage et empêcher qu'on ne se casse la figure. Merci. Excusez-moi, j'avais oublié de vous poser une question sur l'angle de la rue Le Tellier et de la rue de la Croix-Nivert, qui a été longtemps un pressing, qui est barbouillé de blanc. Vous voyez l'endroit? Et donc, ça fait 23 ans que je suis là, et ça fait 23 ans... Je crois qu'il n'y a plus d'habitants. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est l'angle de la rue Fondary. Oui, Fondary-Croix-Nivert. C'est plutôt Fondary. Oui. Voilà. Et donc, pour l'esthétique de la rue, c'est moyen. Absolument. C'est horrible. L'immeuble est vide et c'est une affaire de succession qui ne se règle pas depuis des années et des années. Voilà. Donc, on attend soit qu'il y ait un décès, soit qu'il y ait une solution qui soit prise entre les différents héritiers de l'immeuble. Comme ça nous est arrivé d'ailleurs,
sur un autre immeuble qui a défrayé la chronique pendant très longtemps à l'intersection Convention-Croix-Nivert. Vous vous souvenez, il y avait un très grand immeuble qui est resté pendant 20 ans ou 30 ans dans le même état. Et puis, il y a eu la disparition d'un des membres de la famille et la succession s'est réglée. Ben là, c'est malheureusement pareil, on ne peut pas intervenir. Je voulais demander à monsieur à quel genre de locataire s'adresse ce beau projet et quels sont à peu près l'ordre de prix de location. Bonne question. Excellente question. Alors, on est sur un produit, on appelle ça un produit, donc le co-living, qui est quand même de l'habitat partagé. C'est essentiellement à destination d'une population plutôt jeune. Sur ces projets-là, nous, on opère soit des immeubles comme ça en co-living, soit des maisons, donc des grandes maisons, anciennement maisons familiales, qui peuvent abriter une dizaine ou une quinzaine de locataires. L'âge moyen sur du co-living, aujourd'hui, chez nous, il est entre 28 et 30 ans à peu près. Ça dépend des villes, ça dépend des résidences. Donc ce sont essentiellement des jeunes actifs. Et la raison, c'est soit des gens qui aiment la vie en communauté, donc qui proactivement veulent ce mode de vie-là, soit des gens qui sont aussi en transition. Ce sont des gens qui vont rester en moyenne 1 an dans le co-living. Ça, c'est pour la cible. On a aussi de l'étudiant qui, sur le co-living, est plutôt minoritaire, mais c'est aussi un format d'habitat qui convient tout à fait à des étudiants, qui soient des étudiants nationaux ou internationaux. En ce qui concerne le loyer, alors la particularité de ce projet, c'est qu'un tiers des chambres qui sont dans la résidence sont des logements qu'on appelle intermédiaires, c'est-à-dire avec un loyer préférentiel. Donc pour ces logements-là, le loyer qu'on pratique aujourd'hui est autour de 1 000 €. Je m'arrête ici. Nous, nos loyers sont tout compris, dans le sens où vous avez toutes les charges comprises, à savoir eau, électricité, Internet, etc. Il y a aussi des services dans la résidence et le fait que vous ayez un opérateur dédié. Aujourd'hui, à Paris, vous ne trouverez pas d'équivalent avec un tel produit à ce prix-là. En revanche, pour la partie qui n'est pas en logement intermédiaire, on est plutôt autour des 1 800 €, notamment parce que vous avez des étages plus élevés avec des vues qui sont aussi imprenables, et vous ne bénéficiez pas du statut d'intermédiaire. Donc là aussi, ce sont des logements meublés, toutes charges comprises, et opérés par une société. Vous avez des parkings? Non, non, pas de parking. S'il vous plaît, quel intérêt présente ce bâtiment pour les voisins? Est-ce qu'il y a possibilité de se restaurer, de faire du sport également? Est-ce qu'il y aura des conférences? Alors, pas dans la partie résidentielle, qui du coup est vraiment du logement, donc on sera chez des gens. En revanche, pour le reste des étages de l'immeuble, donc les étages inférieurs, on a donc a priori une société de coworking et d'autres commerces, si je ne me trompe pas, mais qui encore une fois ne sont pas opérés par nous, donc on n'a pas forcément visibilité sur 100% des autres étages qui sont encore en train d'être finalisés. Oui, il y a notamment plusieurs milliers de mètres carrés qui sont prévus pour un grand centre de e-sport. Voilà. Mais, et puis aussi du coworking, mais c'est pas que colonise l'opérateur, quoi. Donc c'est ça, c'est Covea aussi, oui. Bonsoir. Je ne sais pas si on a abordé déjà le sujet, parce que je viens juste d'arriver. Et c'était pour dire que moi, j'habite rue de l'Amiral Roussin. Je constate que là, c'est une des rues les plus sales du 15e. Il y a toujours, moi je pense à mon temps avec l'application des déchets à photographier les dépôts qui sont faits sans appel à l'enlèvement. Et aussi qu'il y a un très petit nombre de poubelles, si bien que, par exemple, quand on veut jeter des cartons et tout ça, eh ben ces poubelles de carton et de papier sont déjà pleines. Donc on est obligé de les mettre dans le tout-va, enfin dans Très bien, madame. Les poubelles normales. Donc, je me demande si c'est bien normal tout ça. Ça ne doit pas être tout à fait normal. Moi, ce que je vous propose, c'est de venir me voir à la fin de la réunion, comme ça on pourra échanger nos coordonnées, parce que là, on n'était pas du tout en train de parler de ce thème-là. Mais j'ai bien pris en considération votre demande et je vous donne rendez-vous tout de suite après la réunion, pour que nous puissions en parler toutes les deux. Je vous en prie, madame. À tout de suite. Merci. Bonsoir à nouveau. Pour revenir, je m'adresse à vous, monsieur, pour revenir au sujet premier de l'aménagement rue Cambronne et Villa Croix-Nivert, puisque le 42 fait l'angle,
s'agissant de l'aménagement des petits squares, je veux dire, qui devaient être arborés à un précédent conseil de quartier, pardon. Est-ce que c'est Colonise qui va s'en occuper? Parce que ceux qui jouxtent les Saint-Nizettes de Caux, bon, à un moment, ils avaient, excusez-moi, ils avaient commencé à scier des arbres et tout ça. Je ne sais Vous pas parlez si... des jardinières rue de Cambronne? Oui. Oui. Et quelle est votre question? Est-ce que ça va être arboré? Alors, c'est déjà arboré et entretenu, hein, mais par les espaces verts de la ville de Paris. Ça n'a absolument rien à voir avec notre intervenant. D'accord, je voulais m'en assurer. Nous, ce sont les étages 5 à 12 de l'immeuble. Il est vraiment très en hauteur, lui. Il en était question à un précédent conseil de quartier. Oui, tout à fait. On avait fait une présentation, oui, il y a très longtemps, effectivement. Qui s'en occupait, et dans la foulée, qu'en est-il de cette installation au rez-de-chaussée d'un jeu vidéo Ah, vous voulez parler de l'e-sport pour l'instant? C'est sans doute comme ça que c'est dénommé actuellement. Oui, c'est toujours en projet, mais pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations à vous donner, en fait. Voilà, j'ai terminé. Merci. Je vous en prie, monsieur. Une autre question? C'est merveilleux. Merci, monsieur, pour votre intervention. Et c'est vrai que vos appartements sont très, très, très beaux. Le design est splendide. Moi, je les ai visités et je vous félicite. Ils ont beaucoup de chance, ceux qui vont vivre là. Merci, à très bientôt, j'espère. Merci d'être venu. On voulait faire ce soir une présentation de monsieur Pierre Frémont, qui est devenu notre référent sécurité du conseil de quartier Cambronne-Garibaldi. Donc, il a pris sa fonction il y a très peu de temps. Et on voulait qu'il nous explique un petit peu son rôle au sein du conseil de quartier en tant que référent sécurité. Je vous laisse la parole, Pierre. Merci Valérie, merci. Oui, je vais vous faire un petit mot sur un dispositif de solidarité et de prévention de la délinquance qui existe dans notre arrondissement. Vous savez que dans chaque conseil de quartier a été désigné un membre référent en sécurité. Son rôle est de faire remonter des informations qu'il estime nécessaires auprès des instances locales et de relayer aussi des informations qui seraient signalées par des habitants du quartier. Alors dans ce cadre, il se tient tous les mois une réunion au commissariat qui est intitulée Groupe de partenariat opérationnel qui concerne le secteur nord de l'arrondissement. Et dans cette réunion, il y a plusieurs intervenants. Il y a la police municipale, la police nationale, il y a aussi les référents de sécurité de plusieurs conseils d'arrondissement et des représentants de la mairie ainsi que des représentants d'organismes publics, notamment des gros bailleurs sociaux tels que la RIVP, à Paris Habitat, Élogie aussi, et un groupement qui s'appelle Groupement Interbailleurs de Surveillance. C'est un groupement interbailleurs de surveillance, je ne sais pas si vous connaissez ce groupement. C'est une société, une entreprise qui a une mission de service public et qui assure aux habitants du parc social sur surveillance la jouissance tranquille de leur habitation. Ils interviennent assez fréquemment dans les gros ensembles, notamment dans le quartier. Alors ces réunions de quartier, ces réunions au commissariat sont importantes pour le quartier car on aborde un peu tous les sujets, tous les problèmes de convivialité, de surveillance, de sécurité. Il ne faut pas hésiter à utiliser ce partenariat avec les forces de sécurité de l'arrondissement. On fait remonter des faits qui peuvent troubler la sécurité des biens et des personnes, qui touchent aux incivilités sur la voie publique, la délinquance, la nuisance, des problèmes de circulation, des problèmes de drogue par exemple, ou même de comportements entraînant un délit, ça peut arriver. On a vu ça récemment avec des SDF qui avaient des comportements délictueux. Si vous souhaitez faire remonter des problèmes d'insécurité, il y a plusieurs moyens. Vous pouvez le faire auprès du conseil de quartier, évidemment, mais également il est possible de signaler les problèmes auprès des autorités, la police municipale par exemple, en utilisant le numéro de téléphone 3975. Ce numéro, c'est un numéro unique de la ville de Paris
qui fonctionne tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui permet de signaler des incivilités aux agents de la police municipale, par exemple des dépôts sauvages, des nuisances, des problèmes sonores, de sécurité routière ou de stationnement. Alors, selon les cas, la police municipale interviendra immédiatement ou verra le problème de plus près en l'examinant. Il y a aussi la police nationale. Elle intervient pour les sécurités des habitants, lutte contre la délinquance, des problèmes de stupéfiants, de proxénétisme, de cambriolage, des agressions ou des luttes contre le terrorisme, par exemple. En cas d'urgence, évidemment, lorsqu'il y a une intervention immédiate et nécessaire, il convient d'appeler le 17. Le 17. Dans les autres cas, le commissariat du 15e dispose d'une cellule d'écoute et de traitement des doléances ouverte à tous les habitants de l'arrondissement. Ça, c'est très important à retenir. Cette mission est de recueillir le signalement portant sur des situations d'insécurité et d'incivilité, des troubles récurrents à la tranquillité publique. Alors, cette cellule de traitement et d'écoute est joignable par mail. Le mail, je vous le donne, écoute15@intérieur.gouv.fr, écoute15@intérieur.gouv.fr, ou par téléphone au 01 53 68 81 47. Alors, cette cellule fonctionne très bien. Chaque signalement est transmis à cette cellule, est étudié. Il fait l'objet d'un suivi en lien direct avec les plaignants, par courriel, par téléphone ou par rendez-vous. Enfin, on peut signaler un autre dispositif. Le numéro de téléphone, vous voulez, 01 53 68 81 47. 01 53 68 81 47. Et le mail écoute15@intérieur.gouv.fr. Enfin, comme autre dispositif dont on bénéficie dans le département ou la ville de Paris, il y a l'application Dans ma rue qu'il ne faut pas hésiter aussi à utiliser pour des problèmes de dépôt d'objets sauvages, dépôt sur la voie publique ou des problèmes de tag ou de voisinage ou de voirie même. Des trucs simples. Alors, tous ces dispositifs de participation citoyenne sont importants à utiliser car on estime qu'ils renforcent entre nous tous les acteurs concernés, police, élus et population. C'est un rapprochement entre ces trois volets. Il améliore les conditions d'exercice des missions dévolues aux forces de police. Ça, c'est un point aussi extrêmement important parce que tous les signalements, toutes les observations que vous pouvez faire facilitent grandement les démarches de la police nationale ou municipale. Et elle développe auprès des habitants une culture de prévention de la délinquance. Donc, n'hésitez pas à faire remonter tous les problèmes que vous pouvez observer. Si vous avez, par exemple, des doutes sur une situation que vous jugez un peu particulière ou qui vous questionne, parlez-en. Et à ce moment-là, la police municipale ou la police nationale fera son enquête et vérifiera vos dires. Donc, ne laissez pas en suspens des problèmes qui vous paraissent anormaux. Voilà. Alors, sachez que la prochaine réunion au commissariat a lieu dans 15 jours. Si d'ici là, vous avez des remontées à faire ou des observations, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup, Pierre, pour... Oui. Toutes les informations sur la sécurité. C'était très intéressant. Beaucoup d'informations pour pouvoir le mettre par écrit dans le journal. Qu'est-ce que vous recherchez ? D'accord, je l'ai noté. Je l'ai noté. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Pierre. Donc si jamais vous avez besoin de faire des remontées, vous pouvez aussi passer par moi sur mon mail, valérie.giovannucci@gmail.com. Je vous donnerai ma carte à la fin de la séance si vous voulez bien. Je vous remercie sincèrement d'avoir... Oui, allez-y madame. Oui. J'ai le même numéro sauf les 2 chiffres à la fin. On va vous les donner. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il y a 2 numéros différents pour la police 15e ? Non, vous avez un numéro pour la police municipale qui est le 3975. Ça, c'est un numéro commun à toute la ville de Paris, mais qui aboutit donc auprès de la police municipale. Et l'autre numéro, la cellule d'écoute, c'est le 01 53 68 81 47.
01 53 68 81 47. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir participé à notre réunion publique. Merci à vous tous. Juste une petite information. Je vais laisser le dernier mot à notre présidente. Et merci à tous les intervenants. Merci au conseiller de quartier d'être venu. Oui, je voulais juste... merci, monsieur le maire. Merci à tous les intervenants. Je voulais juste dire qu'il y aura une réunion d'information sur les Jeux Olympiques le 14 mai à la mairie du 15e, puisque même s'il n'y a pas à proprement parler d'épreuves qui se déroulent dans notre quartier, on sera de toute façon forcément concerné par les déplacements et tout ce qui se passe autour des Jeux, en particulier par le parcours de la flamme ou par le marathon. Donc il y aura cette réunion d'information le mardi 14 mai à 18h30 à la mairie du 15e. Voilà, bonne soirée à tous.